Family Football Club. Bonsoir les amis, comment ça va? Ce soir, je suis en présence de la Family. Moez, comment ça va mon frérot? Écoute, quand je suis avec vous, ça va toujours super bien. Mon attaquant de pointe, Amin Zaghi. Semaine un peu compliquée, mais on va en parler. Ça commence bien, ça commence bien. Bonjour les fraîcheurs quand même. Bonsoir les fraîcheurs. Ce soir, l'invité c'est Mas. C'est juste un grand plaisir de t'avoir ici sur le plateau. Mas, c'est un pur produit des réseaux sociaux. C'est un fan du PSG, c'est un fan de Cristiano Ronaldo. On va te laisser te présenter. Mais en tout cas, welcome dans la Family Football Club, mon frérot. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Honnêtement, je suis honoré. Je vais essayer d'honorer cette première sélection comme Zidane avec l'équipe de France, avec un doublé. On va essayer. Pour me présenter très rapidement, voilà, je suis Mas. J'ai créé un live durant le confinement qui est basé autour de l'actualité du Paris Saint-Germain. Donc tous les vendredis soirs, je suis amené à discuter. J'ai des invités, dont Moez, qui fait partie des intervenants, des excellents intervenants. C'est gentil. Donc voilà, c'est tous les vendredis via mon compte Twitter, tout simplement. Mais écoute Mas, merci de nous faire confiance. Merci à vous. Merci Bienvenue à vous. dans la Family, encore une fois, de la part d'Amin Zaghi et de la part de Moez. Enfin, Mas, il a juste un défaut, c'est qu'il y a encore un Parisien, quoi. Encore un supporter du PSG. Là, je commence à croire que c'est un complot. Justement les gars, ce soir, C'est un petit peu à Paris, Amine, quand même. Juste comme ça, je pense. c'est toi à l'extérieur. la family, ce soir, c'est du live. La Ligue 1 en première partie. On va aussi parler du chambrage entre clubs. Je pense que ça va être un bon sujet sympa, pardon. Et puis la deuxième partie, c'est le foot étranger, bien évidemment. Et puis terminé par le Mercato Express. La Family, notre émission nous a habitués justement aux chroniques. Amin Zaghi, tu vas commencer avec l'humeur de la semaine. Exactement. Rebonsoir les fraîcheurs. L'humeur de la semaine, c'était un peu compliqué. J'étais d'humeur algérienne. D'où le t-shirt que j'ai mis ce soir et le Selecto qui bouge pas. Ça a commencé, ça m'a rappelé un peu la phrase de Michael Corleone dans Le Parrain 2, qui dit à Carlo, celui qui a tué son frère, il lui dit « Arrête de me dire que tu es innocent, c'est une insulte à mon intelligence et ça me met de mauvaise humeur ». Et c'est ce que j'ai envie de dire à Alvaro González en fait. Toute la semaine, nous les supporters marseillais, on l'a défendu, on a cru qu'il était innocent. Et toute la semaine, le Paris Saint-Germain s'est mis en bras de combat pour essayer de justifier, de prouver qu'il avait bien dit cette phrase-là. Et ça m'a rappelé, tu vois, il s'était aussi déterminé que Patrice Evra, quand il cherchait la taupe en 2010, c'était pareil, c'était la même chose. Et cette phrase-là, enfin ces mots-là, c'était un peu comme Xavier Dupont de Ligonnès. Tout le monde en parlait, mais personne ne l'avait vu. Et au final, suspense. Hier soir, choc, tout le monde sait qu'en fait, il a vraiment dit mono, ce qui en espagnol signifie singe. Donc au bout d'un moment, je pense que l'Olympique de Marseille doit prendre une décision radicale. Il n'y a même pas de débat. Je ne vais rien entendre de savoir, qu'est-ce qui se passe, chambrage ou pas chambrage. Un joueur qui insulte un autre de singe ne doit plus jamais porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Et ce sujet-là, en fait, ça a été un peu le fil rouge de ma semaine, puisqu'après, notre cher, la semaine dernière, on a parlé de Vincent Labrune. Et il y a son acolyte, en fait, qui s'appelle Noël Le Graët, président de la fédération, et qui a indiqué qu'en fait, il n'y avait pas de racisme dans le football. Donc au début, je me suis dit, est-ce que c'est Noël Le Graët ou est-ce que c'est Gilbert Montagnier? Parce qu'être aveugle à ce point-là, soit c'est du foutage de gueule, soit je ne sais plus quoi dire. Au bout d'un moment, se moquer autant de personnes, tu vois, c'est comme si, par exemple, on disait qu'il n'y avait pas de corruption dans le football. Et justement, corruption dans le football, parlons-en. Ça m'a encore énervé. J'ai regardé quoi? Notre ami Gianni Infantino. Gianni Infantino, qui est un peu qui est le président de la FIFA, qui a remplacé Sepp Blatter, donc qui a remplacé Don Corleone, puisqu'on revient au parrain. Et donc, il nous dit en fait halte au football, halte à la corruption dans le foot. Mais il se moque de qui? Il n'est pas visé par une enquête pénale, notre ami Gianni Infantino? Donc, au bout d'un moment, je pense que le football, ça m'a un peu dégoûté toute cette semaine. Et Gianni Infantino, c'est comme si Balkany disait halte à la corruption dans la politique. Tu vois, c'est aussi crédible que ça. Et je pense que le football, c'est pas le FN Comedy Club. Ça veut dire que dans un stade, on peut pas dire tout et n'importe quoi. Les cris de singe, maintenant des joueurs qui s'insultent entre eux. Je pense qu'on en est arrivé à une période où, au bout d'un moment, maintenant, on doit dire basta. C'est-à-dire que les instances du football doivent dire basta. Les joueurs doivent dire basta. Les supporters doivent dire assez. Et je pense qu'il était vraiment temps de réagir. Donc j'espère que Alvaro González, ça sera terminé pour lui à l'Olympique de Marseille et sa carrière terminée tout court parce que finalement, j'aime plus ce joueur. Et j'espère que les instances prendront des décisions et qu'on retrouvera un peu un football un peu plus apaisé. Et par contre, cette humeur de la semaine s'est un peu calmée lorsque j'ai regardé quand même pour bien finir
une image sur les réseaux sociaux de mon ami N'Golo Kanté avec des petites lunettes qui posent pour la photo du club. Et à partir du moment où tu vois N'Golo Kanté et tu penses à la Family Football Club le lundi soir, tu t'endors tranquillement le dimanche. Donc je suis ravi d'être là ce soir et de discuter avec vous de toute l'actualité sportive. C'est pour ça. Ouais, moi je l'applaudis, franchement, on applaudit. Amine Zaghi, voilà, tu commences par un coup de gueule, on te connaît, mais tu finis toujours avec une petite phrase qui va. Un caramel après un coup de bâton. Exactement. Mais je pense que elle est douce à la fois. C'est ça. Tu peux boire un petit coup de Selecto pour te rafraîchir aussi. Non, je laisse après quand ce sera plus piquant. Ça marche. On amasse ce soir supporter du PSG. Je pense qu'on va commencer avec le Paris Saint-Germain. Le PSG a connu, on va dire, des jours compliqués. On est passé par le chaud et le froid, disons-le. La défaite contre l'Olympique de Marseille, la victoire in extremis contre Metz, la large victoire contre Nice 3-0. Est-ce qu'aujourd'hui, ça conforte Tuchel dans le choix, entre guillemets, de le garder et par ses résultats? Bon, alors, un peu plus globalement, déjà, moi, je m'attendais un peu à ce début de saison. On sort d'un parcours exceptionnel en Ligue des Champions, pas de préparation, plusieurs joueurs qui ont été atteints du Covid. Honnêtement, moi, je m'attendais vraiment à un début de saison pour le moins compliqué, avec des bas. Et ça n'a pas raté, malheureusement. Maintenant, aujourd'hui, concernant Tourelle, on va mettre les pieds dans le plat, les gars. Pour moi, c'est absolument impossible de parler d'un licenciement de Tourelle. Défaite, pas défaite. On sait qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Je pense qu'on va rentrer dans le détail un peu plus avec sa relation par rapport avec Leonardo. Justement, est-ce que Leonardo peut encore le déstabiliser en réalité? Clairement. Moi, il y a une théorie qui a fait un peu son chemin sur les réseaux sociaux, et qui expliquait que la finale de Champions League, elle a mis un peu des bâtons dans les roues de Leonardo. Moi, je pense que Leonardo, il voulait pas de Tourelle, il veut pas de Tourelle dans son projet. Il a envie d'installer un de ses entraîneurs. On a beaucoup parlé d'Allegri. Aujourd'hui, la finale de Champions League, elle a foiré complètement ses plans. On peut pas virer un entraîneur après une finale de Champions League, c'est absolument impossible. Et malgré tout, je pense pas que même si on avait perdu contre les derniers matchs, je pense pas qu'on pouvait se permettre, économiquement parlant, de virer un entraîneur. Ouais, moi, justement, si tu étais Leonardo, est-ce qu'après le match de Metz, tu commences à te poser des questions et tu commences la série des entretiens individuels? Non, mais je suis plutôt dans la lignée de ce que vient de dire Mas. Premièrement, et je vais mettre cet argument-là en premier, c'est compliqué économiquement. Ensuite, quand tu cherches à remplacer un entraîneur, c'est que tu as une idée derrière. Aujourd'hui, très bien, il y a des entraîneurs un peu Galaxy Leonardo qui en général mangent des spaghettis. Et là, il y a Allegri qui est sur le marché, mais il n'y a pas non plus une ribambelle d'entraîneurs. Donc du coup, moi en tant que supporter, je suis pas forcément, même je suis pas le plus grand fan de Tourelle. Moi je l'avoue, dès son arrivée au PSG, des choses que j'aime bien, des choses que j'aime pas forcément. Mais d'un autre côté, il n'a pas eu non plus tout le temps, tous les outils en main. Je pense d'ailleurs à un effectif qui n'a pas été construit d'une manière très équilibrée. On a plein de joueurs dont les profils ne matchent pas forcément. Je trouve ça déjà assez bien d'être arrivé en finale, même si le parcours l'a bien aidé. Derrière, se séparer de l'entraîneur aujourd'hui, ça voudrait dire dépenser 15 millions d'euros. À part Icardi, on ne les a pas dépensés dans le mercato, les 15 millions d'euros. Amine Zaghi, je t'ai coupé, je t'ai mis un petit tacle à la Thuram, mais quand on parle Paris Saint-Germain, j'ai envie que tu restes sur le Selecto. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec mes deux acolytes du soir, parce que je pense que Metz, pour avoir un peu des infos, je fais toujours le mytho, dire que j'ai des infos alors que j'ai aucune info. En fait. Je pense que après Metz, si le PSG n'avait pas gagné, je pense que Tuchel, Leonardo était un peu en mode scrim avec la hache. Et je pense que si vraiment le Paris n'avait pas gagné, il aurait sauté. Il aurait mis Allegri justement. Non, mais il aurait sauté. Est-ce que tu penses qu'il aurait franchi le pas? Je pense que j'en suis même persuadé. Tu vois, là, ce qui se passe avec Leonardo, c'est que Leonardo, c'est quoi? C'est la veuve noire. Il est là avec son sourire, avec émail diamant. Il a le couteau entre les dents. Il attend juste que Tuchel fasse une erreur pour le dégager. Et je pense que là, s'ils avaient perdu contre Metz, après avoir perdu contre Lens, après avoir perdu contre l'Olympique de Marseille, je pense qu'il n'aurait pas pu le garder. Et moi, je pense pas qu'il aurait ramené forcément Allegri, mais Pochettino. Parce que Pochettino, en ce moment, il est marqué Paris Saint-Germain parce qu'il est passé par le PSG. Il a une cote d'amour extraordinaire chez les supporters. Je pense que si les supporters, aujourd'hui, tu remplaces Tuchel par Pochettino, tu as le parc qui s'emballe. Et je pense que même moi, il a tout en sachant que le parc est vide, hein, Amine. Non, mais tu m'as compris. Mais je pense que là, il est en sursis. Vraiment, Tuchel, à chaque fois, tu vois, le Jap, lui, il est toujours là en mode sursis.
Et tant qu'il gagne, je pense que dès qu'il pourra lui mettre le tacler, le taclera. Mais tu parles pas assez de l'aspect économique, Amine. On est vraiment dans une crise totale. On parle de Khedira, la dernière rumeur que j'ai vue avant de venir, on parlait de Khedira, on parle de prêt de Dele Alli, etc. Se séparer de Tourelle aujourd'hui, clairement, c'est un vraiment poids économique. Je te rejoins là-dessus, mais quand même, il ne faut pas oublier que lorsque Leonardo était invité au CFC, il me semble que c'était au CFC. Ouais. Lorsqu'on lui a posé la question sur Messi, ça coûte pas 5 €. Oui, mais là c'est différent. Mais ça, je peux terminer. Là c'est différent parce que tu ouvres un autre robinet quand c'est terminé. Vas-y, Amine. C'est qu'en fait, là, quand tu lui poses la question sur Messi, il te dit quand même, on y a pensé. Si tu y as pensé, Messi, tu ne le payes pas 20 balles et un grec avec boisson, tu ne le payes pas une formule grecque. C'est pas mauvaise, quoi. Voilà. Pour qu'il vienne. Je suis beaucoup plus cher que Messi. Et je pense que Messi, c'est quand même beaucoup plus cher que Pochettino, par exemple. Je suis d'accord. Non, mais là-dessus, oui, en effet. Mais quand tu ramènes Messi, tu ouvres des leviers, notamment géopolitiques, qui sont beaucoup plus importants que de virer Tourelle. Déjà, Tourelle, faut pas oublier que c'est le choix du Qatar à la base. Ça vient de là-bas. C'est pas anodin. Donc en fait, au final, c'est juste une guerre de pouvoir, comme on en a eu en fait depuis le rachat. En fait, ça fait quasiment 10 piges que c'est une succession de luttes de pouvoir. Sauf que les pouvoirs ils changent. À un moment donné, c'était Antero Henrique avec les Portugais. Après, on a eu Kluivert. Bon, lui, c'était vraiment le pouvoir faible. Et à chaque fois, il y a eu comme ça des luttes de pouvoir. Et selon qui est placé. Vous pensez que trois défaites consécutives, il aurait pu passer ça? Mais on sort quand même. En fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. On sort d'une finale, la première finale de Champions League de l'histoire du club. C'est extraordinaire. On vient de rafler tous les titres nationaux. Aujourd'hui, se séparer de cet entraîneur-là. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de logique. Non, mais moi, c'est clair. Aujourd'hui, le sujet Tuchel, peut-être que voilà, je pense que avec la victoire face à Nice, il y a eu 3-0. Je pense qu'on peut passer aujourd'hui à autre chose. Et justement, contre Nice, il y a le petit Kylian qui est revenu, qui est arrivé, qui a mis Attal un peu dans le vent. Moi, je voudrais parler justement du retour de Kylian Mbappé sur ce match. Moïse, je ne sais pas si tu te dis, est-ce qu'aujourd'hui, on a un PSG avec et sans Kylian? Ouais, évidemment. De toute façon, à partir du moment où tu as un effectif, où c'est le seul joueur, on va dire vraiment de profondeur de l'effectif qui va te casser une défense dans le dos. Neymar a été ce type de joueur pendant un moment au Barça. Aujourd'hui, il est plutôt dans un rôle de meneur de jeu. Di Maria, idem. Donc en fait, tu as des joueurs derrière le ballon, des joueurs qui vont de l'autre côté. Tu n'en as pas énormément. Tu as Mbappé, tu as normalement Icardi qui est censé faire ça, mais je reviendrai un petit peu après, quelques mots à dire moi sur les joueurs en surpoids. Et Mbappé, aujourd'hui, évidemment, avec Neymar, c'est le numéro 1 bis des joueurs les plus importants du PSG. Moïse le dit bien avec Neymar, mais moi j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est avec ou sans Kylian? Sur la composition du Paris Saint-Germain? Exactement. Ce qui est le plus important, mais est-ce que surtout l'équipe dépend aujourd'hui de Kylian? Est-ce qu'il y a un PSG sans et avec Kylian? Moi, je pense que le facteur numéro 1, ça reste et ça restera tant qu'il est là. Ouais. Neymar. Aujourd'hui, c'est vraiment notre maestro. Maintenant, je pense qu'un joueur comme Mbappé, Neymar a vraiment besoin d'Mbappé. Et l'inverse aussi. Hein. Et l'inverse aussi, mais je te dirais que dans le sens où dans un match par exemple comme Nice, oui, Di Maria il peut prendre ce rôle-là. Un match basique comme ça, je pense que Mbappé il n'a pas vraiment besoin de Neymar. Alors que Neymar, je pense qu'il a un peu plus besoin de Mbappé. Par contre, arrivé dans les grosses échéances, on sait que Neymar il va monter son niveau comme face à l'Atalanta et il va être extraordinaire, il va nous sortir des masterclass. Mais aujourd'hui, Mbappé et Neymar, ça se complète, mais vraiment parfaitement. Et on a besoin des deux sur le terrain. La famille, on a parlé du PSG. Quand on parle du PSG, souvent il y a l'OM derrière. Bien derrière. Mais justement, avant qu'on passe sur l'OM, moi j'avais un petit mot à dire sur Icardi, sur sa forme physique. Je peux juste dire 2 mots sur Mbappé avant que tu parles d'Icardi. Bien sûr, allez, vas-y. Parce que tu as un peu taclé mon pauvre Youssef Attal qui a pris le bouillon clairement sur ce match-là. Mais déjà, est-ce qu'on peut rappeler déjà que Mbappé, le PSG l'a pris pour quoi? Pour la Ligue des Champions ou pour la Ligue 1? Parce que pour les deux. Pour les deux. Tu veux qu'il joue pas? On va laisser la famille. On est en famille, tranquille. Donne-leur un petit verre de Selecto. Je sais pas, je l'ai entendu. Donne-leur un petit verre de Selecto. La finale, elle est toujours pas passée. Je t'en prie, Mizagi. Classico, ils sont tendus. Je t'en prie. En même temps, vu la frappe qu'il a mis en finale de Ligue des Champions, je comprends que vous soyez tendus. Mais pour moi, le Mbappé, il me rappelle Ibra. C'est les terreurs de bac à sable, ça. Ça veut dire qu'il fait ses petites mimiques quand il marque contre Dijon, quand il marque contre Nice. Mais dans les grands matchs, moi, je préfère largement 1000 fois Neymar. Ça veut dire que pour moi, là, Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait? Il met un premier but sur penalty où il n'y a pas penalty. Si on regarde les images, on peut en parler 20 fois. Pour moi, il n'y a pas penalty. Ensuite, il fait quoi? Donc, il aurait dû tirer au-dessus.
Non, c'est pas Vu ça. qu'il n'y a pas penalty. Non, Non, mais je c'est quoi? En fait, va au bout de ton raisonnement. Il fait quoi Détends-toi, alors? Il ouais. tire au-dessus. Détends-toi, parce que là, je te Ah, mais sens je suis- trop tendu depuis le début. Je suis- Je pense que la prochaine fois, je vais te ramener, je sais pas, je vais te ramener un caprice, un caramel, des sucreries. J'essaie On va de laisser- on va Non, mais laisser j'essaie de les le frérots. suivre. Les J'essaie de le frérots, suivre. les frérots, on va Si laisser- tu m'écoutes, tu vas me suivre. Les frères, on va laisser Amin Zaghi Donc, terminer ce que sur j'explique, son c'est que analyse sur pour Mbappé. moi, Mbappé, c'est pas une question de qualité de joueur. Personne ici ne dit que Mbappé n'est pas un bon joueur. Et moi, je pense que quand tu mets 180 millions sur un joueur pareil, au bout d'un moment, ce que j'avais répété la première émission, il doit être performant. C'est là ce qu'il a fait contre Nice, j'ai envie de te dire encore heureux. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, bien Il sûr. a marqué des buts contre Nice, c'est super. Mais encore une fois, dans les grandes séances, et je pense qu'il veut partir, par exemple, il s'estime, lui, avoir le niveau pour jouer Real Madrid, Liverpool, ce genre de club-là. Son idole, c'est CR7. CR7, c'est pas contre des petits clubs, c'est tout le temps. La performance, c'est sur 40 matchs, c'est toute la saison. Et je pense que Kylian Mbappé, il doit encore progresser, passer ce palier-là, et pas juste flamber contre Vas-y, les dis-moi, petits. qu'on pour- revienne, pour terminer- Faut pour qu'on terminer- réponde. pour terminer sur Kylian. Ouais, après, alors, sur Mbappé, juste un truc. Déjà, d'une chose, c'est assez marrant ce constat que tu as, parce que, en fait, quand on prend tous les autres joueurs dans les championnats, ou bien c'est une espèce de connerie vis-à-vis de la Ligue 1, mais à un moment donné, tu peux pas non plus juger un joueur sur 3 matchs dans la saison. À un moment donné. Justement, si. Ouais. Eh ben non, Le eh PSG, ben non, tous les eh ben ans, non. il est jugé Eh ben- sur 3 ou 4 matchs. Oui, de mais Ligue 1. Les gars, les juges sur les 3 gars, le matchs. PSG, on a fait le tour sur le Paris Saint-Germain. Je pense que, voilà, comme d'hab, le PSG, ça met du piment, ça met Non, un mais peu je comprends, d'harissa. ouais, le PSG, c'est Ça comme fait un tu peu parles de d'harissa. l'OM, Mais on va ça- passer, c'est justement, comme il défend son enfant, passons c'est à normal. l'Olympique de Marseille, parce que l'OM, justement, il sort d'un classico victorieux. Mhm. Ça, faut le dire, voilà, tu as dansé Zumba Café, on te l'a vu la semaine dernière. Parlons maintenant, justement, de l'après-classico. Mhm. Ton analyse aujourd'hui sur l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'effectif aujourd'hui est très court? On attend toujours des recrues. Et est-ce que l'OM pourra justement vraiment faire sa saison complète entre la Ligue des Champions et le championnat avec les dernières, j'ai envie de dire, petites déceptions, que ce soit Saint-Etienne ou Lille dimanche? Bah, en fait, si tu regardes bien, c'est un peu un parcours trompeur. Enfin, tu peux te demander, en fait, tu peux te poser des questions. Parce que déjà, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Olympique de Marseille, ils n'ont pas recruté. Jusqu'à présent, en tout cas. Même s'ils ont pris Luis Enrique, le nouveau joueur brésilien, Le grand attaquant. ils n'ont pas, ils ont pas recruté. Du coup, c'est la même équipe que l'année dernière. Du coup, cette équipe-là, est-ce que vraiment elle est taillée pour jouer les premiers en Ligue 1 et en Ligue des Champions? Pour moi, c'est mort, c'est impossible. Mais par contre, là où quand même, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop sévère avec l'Olympique de Marseille, c'est qu'ils ont joué Paris Saint-Germain, ils ont joué Saint-Etienne, ils ont joué Lille, ils ont fait quoi? Ils ont fait 2 victoires contre Brest et Paris, ils ont fait une défaite contre Saint-Etienne et ils ont fait un match nul contre Lille. Honnêtement, niveau comptable, franchement, par rapport à ce début de championnat, c'est nickel. Mais par contre, si on voit vraiment dans le fond, on est inquiet. Et on va pas se mentir, tous les supporters de Marseille, au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que quand la Ligue des Champions va arriver et qu'il n'y a pas de fond de jeu et qu'il faut encore une fois Mandanda qui te sorte 4, 5, 6 arrêts hier. Là, il mérite sa chanson El Phénoméno Mandanda, non, mais ça là, c'est clair. Donc je pense que l'Olympique de Marseille, ça va être un problème. Mais je pense que tout à l'heure, on parlait de Tourelle, est-ce qu'il va rester toute la saison? Moi, j'ai un vrai doute sur AVB, est-ce que vraiment il va pouvoir tenir toute la saison? Moi, je l'espère pour vous. Parce que sans AVB, je pense que ça va être très très compliqué pour l'Olympique de Marseille. Dans le fond de jeu, c'est vraiment très stérile. avec lui, il n'y a justement, absolument aucun danger. Ouais, mais justement, même avec lui, déjà, c'est terrible. C'est-à-dire que est-ce que même lui, c'est un entraîneur qui va vous faire développer cet aspect-là du jeu? Moi, je suis pas sûr. Hein. Mais là, c'est clairement pas l'entraîneur qu'il faut remettre en cause, c'est l'effectif. L'effectif, il n'y a absolument pas assez de qualité. C'est un terrible constat qu'on fait. Mais aujourd'hui, en termes d'effectif, à chaque ligne, tu prends chaque ligne, le meilleur joueur, c'est très moyen. Quand tu compares avec Lille, par exemple, c'est ça. hier. Est-ce que pour toi, ils ont un meilleur 11 que Lille, Marseille? Moi, je suis pas sûr. Hein. Moi, franchement, j'ai le choix entre faire du picking. Là, je prends des joueurs de Lille. Après, le football, c'est pas juste une comparaison de composition. Parce que regarde hier, tu vas me dire, si tu regardes le match, Lille, ils auraient mérité de les fracasser, de gagner. Oui, mais le football, c'est pas ça. Après, le football, il y a un grand gardien, il y a un contexte. Et oui, mais d'accord. Il y a un partout. Il y a le mental aussi. On parlait du mental la semaine dernière. Oui, mais ça, c'est sur un match. C'est sur un match, Amine. 38 journées, ça va être compliqué. Avec la Ligue des Champions, avec l'année dernière, c'est ce qu'on nous avait dit. Et je suis désolé. Oui, l'année dernière, ça s'arrêtait 6 mois avant. Non, mais l'année dernière, vous jouez rien. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un petit combat de boxe. Il y a du deux. Non, en plus, parce qu'il est pas prêt. Il est pas échauffé. Il est pas échauffé. Non, je vais chauffer, mais bon, si je dois mettre. Non, mais ton analyse. Non, mais Amine. Moi les gars, non mais ton analyse pointue sur. Non mais honnêtement, c'est-à-dire que l'année dernière, tu regardes par exemple les confrontations contre les gros. Voilà. L'année dernière qui était notre gros défaut même avec Rudy Garcia. L'année dernière contre Lille qui était déjà une super équipe, même Rennes. Tu regardes bien quand on les a joué les confrontations directes, on les a battus au Vélodrome. Déjà c'était déjà ça. On a réussi à tenir le choc. Donc c'est pas juste une journée, c'est un état d'esprit. Mais là en fait moi ce qui me fait peur, c'est le niveau physique. En fait parce que je sais très bien que la Ligue des Champions ça puse énormément d'énergie.
et que les joueurs, quand tu joues le mercredi ou le mardi, le dimanche, t'es carbo, ou le samedi, t'es carbo. Et c'est juste ça qui me fait peur. Les gars, parlons des déceptions. Passons aux déceptions de la Ligue 1, parce qu'on a parlé de l'Olympique de Marseille. L'Olympique lyonnais, Moez, ton ami Jean-Michel Aulas. Lyon n'arrive pas à décoller. Mais Lyon, c'est le même problème que Paris. C'est à un moment donné, quand tu sors d'une saison aussi tronquée, où tu fais je sais pas combien de mois de pause, ensuite tu reprends, t'es en plein mercato, tu reprends, t'as des joueurs qui sont pas prêts physiquement, bah tu veux pas t'attendre à grand chose. Paris, ils gagnent parce qu'ils ont plus de talent et que l'écart il est plus élevé, et même comme ça, ils se sont fait braquer contre Lens et l'OM. Et c'est comme ça. Est-ce que tu sens qu'il y a un effet mercato dans la tête des joueurs? Parce que là, Lyon est clairement en panne de but et d'efficacité. Là. Oui, en effet. Bah, en plus, Lyon, tu vois, c'est un club où il y a les plus grosses stars, on va dire. Tu as Depay, Aouar. Ils sont un peu au cœur des discussions. Tu en as un qui est annoncé au Barça, l'autre qui est annoncé dans plusieurs clubs. Et du coup, bah, bien évidemment, quand tu as tes stars qui sont pas à fond, c'est plus compliqué. Par contre, là où je fais un reproche à Rudy Garcia, c'est qu'il a un vivier de malade mental. Moi, je sais pas comment ils font pour avoir autant de bons joueurs sortis du centre de formation chaque année. Là, j'ai vu Melvin Barr arrière gauche, ils ont Ryan Cherki devant, mais à chaque fois, ils ont toujours une bonne excuse pour pas les faire jouer. À mon avis, moi, je pense que la clé à Lyon pour mieux s'en sortir, c'est justement de faire jouer ces joueurs-là qui vont apporter du sang frais et qui, eux, n'ont pas été épuisés et ne sont pas en mode cassure de rythme comme les autres. Amine, est-ce qu'on peut parler justement de l'AS Monaco? Est-ce que pour toi, l'AS Monaco, comme l'Olympique Lyonnais, est-ce que c'est aussi une déception par rapport à ce début de saison? Est-ce que tu les attendais un peu tout de suite avec un départ tonitruant? Moi, juste pour une petite phrase sur Lyon, après je te parlerai sur Monaco. Lyon, je pense, c'est comme, tu vois, on les a vus en Ligue des Champions, et c'est comme une meuf qui enlève ses filtres Insta. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, là, ils sont revenus en championnat. Maxwell Cornet, il s'est pas transformé en Ronaldinho. Je pense que Lyon, ils se sont plantés. Il y a eu une belle dynamique. Ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, je leur enlève rien du tout. Hein. C'était magnifique. Ils ont sorti Manchester City, ils ont fait des gros parcours. Ça, personne ne peut leur enlever. Mais le problème, c'est que il y a trop d'incertitudes. Par exemple, Aouar, est-ce qu'il va rester, pas partir? Dembélé, ils ont perdu Bertrand Traoré. Il y a trop d'incertitudes dans ce club aujourd'hui pour être sûr qui vont pouvoir performer, parce que faut pas non plus, voilà, la Ligue des Champions, ça y est, c'est passé. Et il ne faut pas se remettre là-dessus. Je pense qu'il faut maintenant qu'ils s'enchaînent un nouveau cycle, et je pense que ça ne va pas être une bonne saison pour eux. Pour revenir sur Monaco, je les attends. Enfin, ils ont quand même perdu Slimani. Donc je pense que déjà pour eux, c'est un gros problème. Pour être plus sérieux, je pense que Ben Yedder tout seul, ça va être compliqué. Ils ont un coach qui ne connaît pas forcément la Ligue 1, qui a l'air un peu paumé. Alors peut-être qu'il devra prendre ses marques. J'ai pas envie d'être non plus trop définitif sur Monaco, parce qu'ils ont vu qu'ils ont 3 milliards de joueurs. Tu sais jamais quel compo va être d'une semaine à une autre, et peut-être qu'au final ils vont réussir à gagner. Monaco et Lyon, j'ai envie de dire, ils sont un peu dans le même bateau. Ouais. C'est des équipes qu'on attend chaque saison. Est-ce que tu penses qu'ils vont se relever? Est-ce que tu penses qu'ils vont jouer aujourd'hui les premiers rôles dans ce championnat, ou ils confirment un peu leur lacune de la saison dernière? Alors moi, j'ai beaucoup plus confiance en Lyon que Monaco. Ouais. Aujourd'hui, Lyon, malgré tout, ils ont une certaine expérience. Ils sortent d'une saison pour le moins paradoxale. Ils ne sont pas qualifiés en Champions League. Malgré tout, ils font un super parcours en éliminant des grosses têtes d'affiche de la Champions League. J'ai mis un gros doute sur l'entraîneur, sur la capacité de Rudy Garcia, honnêtement. Depuis l'AS Roma, il a fait une saison à l'AS Roma où il a été bon, et après ça a été pour le moins compliqué. À Marseille, Amine peut nous en parler, il ne nous avait pas laissé des bons souvenirs. Moi, il a un super effectif, mais la manière dont il fait jouer son équipe, elle me déplaît. Mais malgré tout, j'ai confiance en eux. Je pense que si Memphis, Aouar restent, ils peuvent largement viser le podium. Et Monaco, pareil, honnêtement, c'est tellement compliqué. Ils ont 50 joueurs, ils ont plusieurs joueurs. On sait même pas. Il y a des fois, il y a des joueurs qui rentrent, je les découvre. Je leur dis, il est à Monaco, lui. T'es un peu sous le choc. Ils ont 60 joueurs dans l'effectif. Mais beaucoup plus confiance en Lyon qu'en Monaco. Les gars, il y a des déceptions. On en a parlé, mais il y a les feuilletons de l'été, il y a les tubes de l'été. Amine, Montpellier, parlons de Montpellier. Montpellier, il y a le duo d'attaquants, ils sont en train un peu de fracasser un peu tout le monde. Tu les sens là? Tu les sens bien? Ce qui est bien, c'est que tu me fais le fil rouge de l'émission là, parce qu'à Montpellier, je vais te parler de qui à ton avis? D'Andy Delors. Il met un doublé encore dans ce match. Et pourquoi Andy Delors? Ça, je pense que tout le monde aura compris. Justement, je suis pas sûr. C'est l'effet Selecto, ça. Mais blague à part, Montpellier, ils ont à ce moment-là. Mais Montpellier, ils ont une attaque qui est juste incroyable. Avec Andy Delors, avec TJ Savanier qui est en ce moment en pleine bourre. Je pense qu'il y a aussi un truc, avec Souquet aussi, je pense qu'il y a un truc qui marche très bien avec eux, c'est qu'ils s'entendent bien à l'extérieur du terrain et que ça se ressent sur le terrain. C'est un peu comme nous.
Même si les gens peuvent croire qu'on s'entend pas bien avec Moïse, mais en fait, s'ils voyaient qu'on se faisait des câlins. C'est la famille de la grande, Voilà. c'est la famille de la grande motte, Montpellier. C'est surtout lui qui me fait des câlins. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que les mecs de devant, surtout, s'aiment beaucoup, passent du temps ensemble et ils ont envie de jouer les uns pour les autres. Parce que tu vois que c'est pas un mec qui est égoïste devant et qui veut marquer tous les buts et qui oublie ses poteaux. Je pense que ça joue plutôt bien ensemble. Et par contre, derrière, c'est un peu compliqué. Mais- Hilton, 43 ans. Je suis pas sûr que. Mais même l'année dernière, c'est les équipes qui vont gagner à la Mosson, ça se compte sur les doigts d'une main. Ça a toujours été une équipe difficile à jouer à domicile. Et là, maintenant, ils sont en train de franchir un cap. Et je pense que le symbole de l'équipe, c'est TJ Savanier. C'est quand tu as un joueur comme ça qui monte encore d'un cran et qui est bon et qui est régulier quoi, chaque match. Ça, c'est bon. Et en plus, ils avaient recruté, ils avaient Mollet aussi, que c'est un bon joueur. Là, maintenant, il est plus en joker. Et, je trouve que c'est un ensemble de bons joueurs. C'est un ensemble de très bons joueurs de Ligue 1 et ça donne un bon mélange, un bon cocktail. Mais comme tu as dit, la Mosson, moi je pense que c'est vraiment un test pour chaque équipe de Ligue 1. Si tu gagnes à la Motion, ça signifie que tu es vraiment bon en fait, que tu peux vraiment viser. Et il n'y a pas beaucoup de grosses équipes, même l'année dernière, qui ont pu sortir de la Motion avec les 3 points. Ah, c'est clair, c'est clair. Un peu paradoxal, c'est le Stade Rennais qui a la Champions League, qui prépare son mercato et qui est en pleine bourre. Moi, j'adore le Stade Rennais. Le Stade Rennais, ils sont à 3 victoires et un match nul, il me semble. Ils ont une belle équipe. Ils ont un jeune, là, Adrien Truffert, il me semble, qui est rentré, qui a mis une passe D, un but, une passe D, qui leur donne le match. Et c'était mal embarqué pour eux. Ils ont toujours eu un excellent centre de formation, le Stade Rennais. Non, et puis surtout que Julien Stéphan, il y avait un moment une hype, un moment quand ils ont fait leur parcours européen, qui finalement ils sont arrêtés un peu tôt, mais quand même dans l'inconscient collectif, c'était genre un parcours de ouf. Ils ont un coach qui connaît bien son effectif. Ils ont des jeunes, voilà, des mecs qui ont la dalle. Après, encore une fois, je me dis, l'année dernière, c'était un peu les mêmes parcours, enfin, que ce soit pour Rennes ou Montpellier. Hein. Bon, il y a eu le Covid, on n'a pas vu ce que ça a donné jusqu'au bout de la saison. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le vrai suspense. Est-ce que vraiment ces deux, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ces deux équipes-là, Rennes et Montpellier, vont pouvoir tenir toute la saison avec un effectif pas très étoffé et la Ligue des Champions? Parce que Rennes, par contre, pour le coup, ils n'ont pas vraiment d'expérience en Coupe d'Europe. Et ils ont fait un parcours sympathique. Hein. Ouais, Après, on parle de la Champions League. Ils ont sorti le Betis Séville et je suis d'accord, mais là, Arsenal, ils sont sortis avec les honneurs. Mais Amine, là, c'est chapeau 4. C'est pas grave. Et Amine, au pire des cas, c'est pas grave. Au mois de janvier, ils auront plus ces matchs-là et ils vont continuer derrière. Ouais, mais tu sais très bien que mentalement, c'est compliqué. Non, mentalement, c'est dur, mais d'un autre côté, pour eux, c'est vraiment un bonus cette Ligue des Champions. C'est pas surtout, je sais pas comment ils le prennent. Surtout que la Ligue 1, en fait, c'est tellement un championnat homogène où toutes les équipes, franchement, est-ce qu'on peut prédire un top 3 aujourd'hui en Ligue 1? C'est impossible. En 2 matchs, tu vas gagner 2 matchs, tu vas être 3e. C'est pour ça que ce championnat, qui aurait cru que ce championnat, l'OM allait finir 2e? Bah oui, mais ce championnat, c'est un championnat de fou. On est heureux d'avoir débriefé cette Ligue 1, cette belle Ligue 1 Uber Eats. Passons à un sujet important, c'est le chambrage entre les clubs. Ah oui. Saint-Étienne bébé, les Marseillais qui commencent à danser Zumba Café en plein milieu du Parc des Princes, et surtout les clubs. Les community managers des clubs qui commencent à chambrer. On l'a vu avec le Borussia Dortmund, on l'a vu avec Marseille, et là on le voit avec Saint-Étienne. Est-ce que justement vous êtes plutôt d'accord avec ce chambrage entre clubs? Est-ce que ça dépasse un peu les bornes? Et est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas laisser ça aux supporters, quoi? Moi je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Encore une fois, pour moi le chambrage entre supporters, c'est tout à fait logique et évident, et encore heureux qu'on puisse rigoler, se chambrer. Bah, la preuve, la famille, sinon on ne serait pas là. Sinon, le foot, ça n'aurait aucun intérêt. Enfin, je veux dire, si on est juste là pour regarder des trucs aseptisés. Mais par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, ok, Twitter, c'est un octogone sans règles, tout le monde le sait. Mais pour moi, les community managers, c'est pas Mohamed Eni et Sabri le Parisien. C'est-à-dire que là, tu as l'impression que ceux qui écrivent, ceux qui font les tweets, c'est des youtubeurs ou des influenceurs. C'est pas Winamax. Ou alors peut-être que les community managers de ces clubs-là veulent se faire recruter par Winamax, mais il faut qu'ils le disent. Pour moi, un club, c'est une institution, c'est que tu dois quand même dégager un truc de sérieux. Tu peux pas, je sais pas, moi, quand l'Olympique de Marseille chambre le PSG par rapport à la Ligue des Champions, j'aime pas. Quand le PSG chambre l'OM sur la défaite de l'Atlético Madrid, en fait, je trouve que c'est pas le sujet, c'est pas le rôle d'un club de faire ça. Alors, par contre, entre supporters, ils ont qu'à y aller tant que ça reste, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de homophobie. Il ne faut pas que ça se retrouve dans les aires de repos sur la 1. Non, mais voilà, ça m'intéresse pas. Mais le chambrage, comme on a toujours connu nous, je suis 1000 fois pour, mais pas entre clubs. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi, Amine, mais après, peut-être que c'est aussi un nouveau phénomène du foot qui justement arrive avec les réseaux sociaux, et nous, on n'a pas forcément le recul nécessaire pour le voir. Peut-être que dans 10 ans, on va dire, mais attendez, c'est normal que deux community managers de clubs se charrient. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on soit trop strict là-dessus. Moi, j'attends de voir. Tant que ça reste respectueux,
Franchement, moi, je te le dis, en tant que supporter parisien, le compte de l'OM qui charrie le PSG, pas sur la Ligue des Champions, pourquoi pas, mais surtout après la victoire. Ils le font, c'est pas grave, ils profitent de leur victoire et ils le font. Et à l'inverse, quand Paris gagne face à Marseille, ils le font et c'est marrant aussi. Après, il y a des manières de les faire et de toute façon, le risque, quand c'est le club lui-même qui charrie, c'est le karma derrière. C'est de te reprendre le karma derrière, le retour de bâton, et c'est le jeu entre les supporters. Ça va être une roue. Mais après, par contre, là où j'ai plus de mal, moi, c'est sur les joueurs qui chambrent. Moi, là, c'est là ma difficulté. Et surtout, c'est les joueurs qui chambrent sur des états de fait qui sont pas les leurs. Je donne un exemple. Par exemple, la vidéo de Payet. La plupart des gens l'ont défendu en disant ouais, c'est normal, il y a du chambrage. D'autres l'ont clashé. Moi, je suis plutôt du principe de dire si tu veux charrier sur un truc que tu as fait. Tu charries sur la Ligue des Champions alors que ton armoire, elle est plus vite que la mienne. Tu peux pas n'avoir rien fait de ta vie et charrier des gens alors que tu es un joueur de foot. Mais c'est le principe de Twitter. C'est des mecs qui n'ont rien fait de leur vie qui Oui, charrient. mais justement, est-ce que Payet, il est payé pour être tweetos? Parce qu'il a le physique d'un tweetos, mais est-ce qu'il est payé pour Les être amis, tweetos? justement, Twitter, ça connaît Mas. Mas, là, on t'attend au tournant de la Family Football Club sur ce sujet, justement, le chambrage sur les réseaux sociaux. Ça avait commencé avec Dortmund. Ça avait dépassé les frontières. Même depuis longtemps. Hein. Honnêtement, depuis longtemps, même les clubs anglais, je me souviens, c'était Liverpool, il me semble, qui avait chambré Manchester United sur les réseaux. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec vous, les gars. Moi, j'adore chambrer dans la vie de tous les jours, je pense vous aussi. Et moi, quand je vois ça, ça me fait marrer, en fait. Ça me fait marrer. Après, faut pas être dans l'abus. Voilà, faut savoir contrôler ses réseaux sociaux. Faut pas non plus charrier à chaque défaite, etc. On imagine mal le community manager commencer à insulter l'OM. Oui, non, bien sûr, tant que ça reste dans le respect, etc. Moi, je suis pour que tout le monde puisse se chambrer. Par exemple, moi, tu as parlé de Payet. Honnêtement, moi, dès que j'ai vu ça, ça m'a pas touché, mais parce que le gars est ridicule, son palmarès est ridicule. Donc, oui, c'est ça. C'est pas de question de toucher, mais pour moi, est-ce que c'est son rôle? Parce que regarde à quoi ça aboutit derrière. C'est pas très grave. Non, mais ça aboutit à quoi au final? Ça aboutit à une bagarre générale. En vrai, ça part de là. Mais est-ce que ces matchs-là, on les aime pas? On s'est plaint pendant des années des PSG OM aseptisés, où les mecs qui se faisaient des câlins avant. On en avait parlé la semaine dernière. Exactement, on en avait parlé. On se faisait des câlins. Là, c'était un peu plus chaud. Moi, sur le côté chambrage, moi, ça me dérange pas du tout. Bien évidemment, faut pas que ça soit dans l'excès. Mais moi, je suis pour le chambrage. T'es de l'école Cristiano, t'es de l'école Ibra. Exactement. Où on arrive, il y a du trash talk. Ouais, et puis il faut assumer derrière. Comme tu as dit, Moës, il faut l'assumer derrière. C'est ça. Mais après, là, on parle de gars, Ibra et Ronaldo, ils ont les reins solides pour pouvoir faire du trash talk. Il y a une histoire de légitimité qui te dérange. dérange. Voilà. Mais moi, c'est ça. C'est parce qu'après, sinon, non, mais si on ouvre la porte à ça, c'est qu'après, derrière, c'est comme quand on avait les petits joueurs de Coupe de France qui se permettaient de chambrer le PSG. Ouais, oh, mon gars, c'est pas ton rôle en fait. Ou t'es tweetos, ou t'es footballeur. Mais là, c'est mon avis. J'ai l'impression que t'aimes pas juste quand on charrie le PSG. Non, mais tu m'as sorti Payet, tu m'as sorti Non, mais laisse Amine Zaghi. Tu m'as dit, ouais, Payet, pourquoi est-ce qu'il a chambré le PSG? Les petits clubs. T'as du mal avec le PSG. Mais non, moi, je pense que. T'aurais pu me dire, j'ai du mal avec les gros, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais moi, je pense encore une fois, Jacques-Henri Hérault, c'est pas Bengouz. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, il faut arrêter les conneries, tu peux pas mélanger les genres. C'est-à-dire que pour moi, un club, ça reste un club. On est d'accord. Tu vois, après, encore une fois, moi, par contre, là où je suis pas d'accord avec Moïse et là où je peux te rejoindre, moi, les joueurs qui se charrient entre eux, après, mon gars, t'as parlé, j'ai parlé, comme dirait B2O. Ça veut dire qu'après, quand tu vas venir sur le terrain, si t'as fait un match de merde, regarde Payet. Quand il a charrié Rudy Garcia, tout le monde était là, il a abusé, il a fait n'importe quoi. Il est arrivé, peut-être que ça l'a motivé. Il est arrivé sur le terrain, deux buts, il me semble, de mémoire, et il a fait son match. Le fameux geste des Coronets devant le COP marseillais. Voilà, moi, les joueurs, je m'en fous parce qu'après, ils vont assumer. Ça veut dire que quand il va être sur le terrain, s'il est mauvais, Payet, s'il avait fait un mauvais match au parc, s'il avait perdu, tout le monde. Regarde, la preuve, à chaque fois, il s'en prend plein la gueule quand il se plante. Mais pour moi, un club, faut quand même que ça reste. Voilà. Ça, c'est non, mais ça, c'est l'ancienne école. Honnêtement, moi, sur ça, Amine, moi, je te pose. J'ai l'impression, en fait, tu présentes ça comme si toutes les semaines, le PSG ou Marseille ou alors Lyon avec Saint-Etienne se chambrait. Pour moi, ça reste malgré tout exceptionnel. Enfin, je le vois pas. Ouais, mais là, on le voit. Non, mais là, on le voit un peu tous les week-ends. Non, mais juste une chose. On le voit parce que ça s'est enchaîné. On le voit un peu tous les week-ends et on se dit justement pourquoi on en parle aujourd'hui. On en parle ce soir. Est-ce que ça va pas devenir justement, ça va pas devenir récurrent? Je pense que si. Regarde, quand tu vois Marseille qui met c'est Marseille bébé. Et juste après, tu as Saint-Etienne qui te met en bande organisée. Non, mais ça, Amine, excuse-moi de te couper, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Faut pas que ça vire au grotesque. Honnêtement, quand on fait des nouveaux. D'accord. On met c'est Marseille bébé, etc. Ça, c'est l'esprit de la Family Football Club. Un peu trop. On se chambre, on s'est chambré. On a été habitué justement à cette fameuse rubrique, la rubrique cash ou clash de Moès. C'est parti, le frérot. Mettons en mode. Justement, ce qui est bien avec cette rubrique, c'est qu'on ne sait jamais de quoi il va parler, même nous. Bon, les gars, moi ce week-end, j'essaie de
me changer les idées. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller au cinéma. Je vais voir, en plus, il parle du Parrain tout à l'heure, là, c'est génial. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas aller voir Tenet, le dernier film de Nolan. Et en fait, moi, tu sais, j'ai un problème, c'est que je m'endors très facilement devant les films, devant les matchs aussi, certains. Et là, je me suis endormi, et bon, ça part de voyage dans le temps, etc. Et moi, en dormant, tu vois, je touchais mes pop-corn, et hop, je voyageais dans le temps. Et là, à un moment donné, je m'endors, et je me suis retrouvé en 2032. Et je t'ai vu, toi, Amine, comme ça. T'étais au Vélodrome, tribune présidentielle. C'est-à-dire que franchement, t'as percé grâce aux familles. Ah, t'as percé de ouf. Et t'étais à côté du futur président de l'OM, en tout cas parce qu'il l'est pas j'étais pas encore président. Non, c'était pas toi, c'était Jul, le rappeur. Et t'étais assis à côté de lui. Et il y avait le directeur sportif à ta droite. C'était non, c'était pas Longoria, c'était Julien Tanti des Marseillais. Mais bon, voilà, ça évolue. Et justement, les joueurs rentraient sur Zumba Café. Et bah, en 2032. En 2032, donc tu vois, c'était. C'est resté. Hein. Et d'ailleurs, le stade ne s'appelait plus Stade Vélodrome, mais s'appelait Stade du 13 septembre, parce que c'est la dernière victoire contre le PSG. Ah, donc on a toujours pas gagné. Ouais, exactement. Et là, ça m'a tellement fait de la peine que je me suis réveillé, j'ai suivi le film pendant 2-3 minutes, et hop, je me suis rendormi. Cette fois-ci, je suis allé dans le passé. D'accord. Et là, j'ai vu Leonardo, 2010, 2012, tac. Il préparait son mercato. Il était là dans son bureau, hop, il mangeait ses spaghettis, il préparait. Et là, je le voyais, il regardait Florenzi, Nainggolan, El Shaarawy, Pato. Je fais rien. Franchement, mercato, vachement du lourd. Dele Alli. J'avais des étoiles dans les yeux. Et là, je regarde l'horloge comme ça, et je vois écrit 2020. Je suis oh, putain, merde, je me suis trompé d'époque. Je retouche mon paquet de popcorn, et là, je viens 1800. Ouh là là. Hyper lent. Tac, pas de voiture, rien. Je vois Noël Le Graët, il a pas changé. Elle était déjà là. C'est l'empereur dans Star Wars, le mec. Il a pas bougé. Genre, même ride, même tête et tout. Et là, il disait qu'apparemment, le racisme, ça n'existait pas. Dans le foot, il n'y avait pas de racisme parce qu'on applaudissait les noirs, tu vois. Genre, c'est un argument. Les blacks. Ah, il a dit les blacks, ouais, voilà. Et hop, et là, pareil, je regarde l'horloge et je vois que c'était aussi 2020. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un petit problème avec mon petit paquet de popcorn. Donc là, je me réveille et tout, je finis ma séance. Tu l'as acheté sur un épicier tunisien? Non. Comment? Tu l'as acheté sur un épicier tunisien, le paquet de popcorn? Un petit peu d'harissa dans le popcorn. C'est là où t'as acheté ton Selecto. Ah, jamais. Et là, du coup, j'étais en train de repenser à mes rêves. Et là, je repensais un petit dicton. En fait, ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir. Et là, je me suis dit, franchement, si c'est ça, ça va être compliqué, les gars. Cash ou clash, Moez. Franchement, ta rubrique lourd ce soir. Merci, on essaye. Bah, d'habitude, c'était moins bien, mais là, ce c'est. soir, ce soir, franchement lourd. Tu sais, je me rends compte en fait que. Je me rends compte, tu sais, je suis là. Là, je t'ai dit quand même, c'est pas mal. Non, mais j'ai eu mon petit instant de bug, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment pas mal. C'est gentil, les gars. Mais on est obligé d'honorer Mas quand même. Il est pas là tout le temps. En plus, il a mis son maillot de CR7. Bah, justement, CR7. J'espère qu'on le voit bien à la caméra d'ailleurs. Non, mais voilà, il y a le maillot de Cristiano Ronaldo. Oui. Mais il n'y a pas le costard de Pirlo quand je vois Amine. Oui. Donc à un moment donné, si tu veux parler de la Juve ce soir, la prochaine fois, il te faut un costume cravate, il faut être élégant sur le terrain. La Juve, nous, depuis que Zizou est passé par là, on a tu vois, la wildcard à vie. Qui ont Les Algériens. Ah. Justement, parlons justement et passons à la deuxième partie de notre émission. L'étranger, on va commencer par la Serie A et la Juve. Pirlo, qui a endossé son fameux costume, cette fois-ci de coach. Quel est votre avis un peu sur justement il a changé tactiquement par rapport à Sarri, il évolue en 3-5-2, il essaye vraiment d'apporter sa patte, mais est-ce que vous pensez que voilà, par rapport à ce premier match, est-ce que c'est prometteur quoi? Moi en fait concernant Pirlo, c'est à double tranchant parce que Pirlo c'est un peu l'intellectuel du football, c'est un gars qui est issu de la bourgeoisie italienne, voilà, et je pense que par rapport à sa manière de voir le foot et sa personnalité, je suis pas sûr, moi je pense pas qu'il va faire une grande carrière. Après, je me mouille, mais je pense pas qu'il ça sera un c'est le sujet, Amine. Franchement, il faut l'enregistrer parce que si dans 3 ans il te ramène une Champions League, ça va être drôle. Amine, Twitter, on va pas te rater. Ouais, je sais bien. Très bien. Moi, il est déjà prêt à me préparer le fusil à pompe. J'espère. Mais bien enregistré, les gars. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y aura un trop grand décalage entre lui et les joueurs et que ça va être compliqué de faire comprendre son point de vue aux joueurs. Quand il était joueur, déjà, il avait justement un décalage entre ses autres coéquipiers qui le voyaient lire des bouquins pendant qu'eux ils jouaient à la play. Et après, je pense que il va bien s'entendre avec Cristiano. Donc ça, c'est bien pour Cristiano parce que Sarri, c'était carrément une erreur de coaching, de casting en plus. J'ai jamais compris comment il s'était retrouvé à la Juve. Il n'était pas du tout fait pour ça. Il prend pas trop de risques parce que normalement la Juve sera encore championne d'Italie, donc c'est un bon club pour démarrer. Mais après là, moi, ce qui m'a marqué avec la Juve là, c'est encore Cristiano Ronaldo. Il a 35 ans.
35 ans, tu regardes encore ses stats, c'est incroyable. Je sais pas, il a, je crois, 20 buts en 22 matchs en Serie A. Il a des stats qui sont complètement affolantes. Je me demande où il va s'arrêter. Je pense qu'il va y titipeler aussi sur. Non, mais oui, en nombre de. Voilà. Il a dépassé les 700. Il en a, je sais pas, Mas, on parle de Cristiano Ronaldo. Merci beaucoup. Je te fais une passe décisive. Bah- Je suis dit là, je te la donne. Ah, parfait. non, mais depuis qu'il est pote avec Badrari, tous les Marocains kiffent. Non, j'ai un témoin ici qui peut témoigner de mon amour. Depuis l'Euro 2004, je suis fan de Cristiano Ronaldo. Non, plus sérieusement, Cristiano Ronaldo, non, il y a plus aucun mot à mettre sur ses prestations. C'est extraordinaire. L'année dernière, il y a eu une sacrée propagande sur les réseaux sociaux, je sais pas si on peut employer le terme, mais des léosexuels, des fans de Messi, qui ont voulu nous faire croire que Cristiano Ronaldo était fini. Cristiano Ronaldo, il est jamais fini. Honnêtement, j'ai mon ami qui est fan de Gomorrah, je vais lui rendre hommage. C'est l'immortel. Cristiano, c'est vraiment l'immortel. C'est Thiro. C'est Thiro, exactement. Il peut pas mourir. Quel compliment. Il est vraiment extraordinaire. Ses stats parlent pour lui. Malheureusement, l'année dernière, il était dans une Juventus pour le moins catastrophique. J'aime beaucoup la Serie A, j'aime beaucoup la Juventus, je suis beaucoup leurs matchs. Là, cette année, on est vraiment sur un nouveau move, sur un nouveau mood. On est avec un Pirlo, je pense qu'il va être beaucoup plus accepté par l'effectif. Même d'ailleurs, les déclarations de Bonucci vont dans ce sens-là, où ils expliquaient qu'il était plus proche du style d'Allegri plutôt que de Sarri. Amine, tu disais qu'avec Sarri, c'était le mariage. J'ai toujours pas compris en fait. Exactement, en fait, c'est un mariage qu'on comprend pas. Sarri, c'est le profil napolitain, sa cigarette et son survêt. Complètement. Mais même, il s'est identifié lui-même en tant que napolitain. C'est que pendant très longtemps, il a joué sur cette carte-là. Et donc, après, c'est un truc très propre à l'Italie. Moi, franchement, un jour, j'aimerais avoir un spécialiste et lui poser cette question. L'Italie, c'est vraiment l'un des seuls pays au monde où il y a vraiment des joueurs, des entraîneurs très ancrés par des clubs qui switchent. On a eu ça, par exemple, t'as des joueurs. Même les joueurs. Hein. Même un joueur comme Ibrahimovic, Pirlo, il a fait trois clubs. Pirlo, il joue à l'Inter, au Milan et à la Juve. Donc, les amis, justement, on parle de Cristiano Ronaldo. Son ancien club, c'est le Real. Le Real qui démarre, qui dégraisse. Surtout, vous y croyez cette année, peut-être aux 2 trophées consécutifs en Liga? Moïse, ton avis sur le club de la royauté espagnole? J'ai pas, franchement, sur un premier match, j'ai pas vraiment d'avis. En fait, c'est pas ça, c'est que. Mais surtout sur la stratégie de dégraissage. Mais après, le Real est une équipe qui a un besoin en mercato, je trouve, qui a un manque de talent offensif et qui, pour le coup, avec la période actuelle, ne peut pas vraiment recruter, qui a un objectif en tête, on le connaît tous, c'est Mbappé. On ne sait pas quand est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va être l'année prochaine, celle d'après, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est leur priorité. Et à côté de ça, ils ont de la chance d'être dans un championnat où les autres équipes, elles sont en décomposition. C'est que tu as le Barça, ils sont en pleine crise. L'Atlético Madrid avec Simeone, on se demande à chaque fois est-ce que ça va pas être à chaque fois l'année trop. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc du coup, au final, quand il réfléchit, même si ça va pas être incroyable, en termes de stabilité et de talent brut, ça sera peut-être au final l'équipe qui va faire son petit bonhomme de chemin, peut-être pas te faire une saison à 90 points, mais qui va être champion. Amine, justement, on reste sur la thématique du passeport. Là, de la Juve au Real. Bon, là, Zizou y est. Ton avis sur ce Real de Madrid version on va dire 2020-2021. En fait, ça fait plusieurs mercatos que Florentino Pérez il met des douilles à Zizou. C'est comme quand tu promets des cadeaux à ta femme et qu'au final tu lui donnes rien du tout. À chaque fois, il lui dit ouais, t'inquiète pas. Quand Zidane est revenu, on lui a dit t'inquiète pas, il va revenir avec, il aura carte blanche, il va pouvoir faire un mercato extraordinaire. Il l'a complètement douillé. Parce que quand tu regardes bien, il a ramené Hazard quand même. Ouais, enfin voilà, donc il a douillé. Ça dépend. Je pense que t'es sévère un peu. Non, mais justement, on va le laisser terminer, le pauvre, la famille, les frérots. Je pense que par exemple, Hazard, tu le prends, c'est bien pour la première ligue, c'est bien pour les clubs qui gagnent pas de Ligue des Champions. Mais Hazard, quel grand souvenir il vous a laissé en Ligue des Champions? Aucune fois. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Mais sur le marché, il porte le numéro 7 de ton idole au Real Madrid. Juste te dire ça. Et au bout d'un moment, juste avant, c'était Mariano d'ailleurs. Donc si tu le méritais plus, Mariano. Si tu recrutes pas. La Liga, on va voir parce que le Barça, c'est un peu compliqué pour eux. L'Atlético de Madrid, ils vont prendre Suarez. C'est un peu avec Simeone, est-ce que c'est un peu est-ce qu'il n'est pas un peu aussi en fin de cycle? Mais je pense que l'ADN du Real, c'est la Ligue des Champions. 13 Ligue des Champions, c'est tous les socios madrilènes. Ce qu'ils cochent eux, c'est les 2 dates du Classico et les matchs européens, en gros. Et là, je pense que cette année, en Ligue des Champions, si tu recrutes pas, on a encore les trois dinosaures au milieu. Modric, que ce soit Casemiro. Alors, c'est des super joueurs. C'était des super joueurs. T'as Valverde aussi. Oui, mais Valverde, par exemple, il a eu une grosse cote au départ. Il a fait une très bonne saison l'année dernière. Et après, Zidane l'a enlevé d'un coup. On ne sait plus pourquoi. Hier encore, il n'était pas titulaire, il me semble. Les gars, on va parler de l'ogre du moment. L'ogre du moment, vous l'avez deviné, c'est le Bayern de Munich.
Ah là 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 là. Ouais. là, là, Mas, c'est- est-ce qu'aujourd'hui le Bayern c'est l'ogre? Est-ce que justement on arrête on déclare forfait c'est 3-0 à chaque match ou on tente quand même l'aventure? Non, mais Parce que enfin, c'est destructeur. c'est effrayant. Vraiment, c'est effrayant quand on regarde ça de l'extérieur. Juste déjà, moi, quand j'ai regardé la finale, quand je voyais leur banc, je me disais, mais punaise, tous les mecs sur le banc, ils sont titulaires à Paris pratiquement. Et aujourd'hui, on voit leur recrutement avec Sané et Thiago. Non, Thiago est parti. Et c'est plutôt le contraire. Mais malgré tout, en fait, ils s'affaiblissent pas. Tu te dis, mais comment ils font, en fait? Et quand tu vois le match contre Schalke, c'est une démonstration. Tu as l'impression qu'en face, c'est des amateurs, mais leur puissance offensive et même défensive, hein, on les a beaucoup critiqués. Hier, un mec comme Souleux en défense centrale, il a vraiment fait le job. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment effrayant et on se dit que est-ce qu'ils vont nous faire une Real Madrid à reprendre à nouveau une Champions League, enchaîner les Champions League? Parce qu'en termes d'effectifs, je vois pas en Europe qui peut les concurrencer. Ouais, c'est toi ton avis sur l'effectif déjà du Bayern et sur l'effet destructeur. Ça veut dire à chaque fois, est-ce qu'on va trouver un Bayern avec des 4, des 5, Après, des 6 non, mais après, ils font peur et je pense que ça sera pas le seul tarif qu'ils vont mettre cette saison. Faut se rappeler que la saison dernière, le Bayern commence très très mal sa saison. Jusqu'à la mi-saison, c'est une équipe qui est très critiquée et à ce moment-là, on peut pas imaginer l'armada que ça va devenir derrière. Pourtant, les joueurs, ils les avaient déjà. Hein, ils ont pas fait non plus. C'est pas un mercato d'hiver qui a changé le visage de cette équipe. Pour moi, ils ont le meilleur neuf du monde devant et ça aide énormément quand on voit le profil de cette équipe-là. Il arrive à faire jouer tous ces ailiers. Ils ont des joueurs, c'est même pas des joueurs, c'est des cyborgs. Mais par contre, la saison va être longue. Moi, je pense qu'en Bundesliga, les tarifs, ils vont les allonger. Après, la Champions League, c'est un format hyper particulier. Il suffit de tomber contre l'équipe, le Bayern qui tombe par exemple contre un Atlético Madrid qui est en super forme. Bah, si ça se trouve, c'est une équipe qui est capable de les éliminer. Donc, c'est hyper dur dès aujourd'hui, alors qu'on n'a même pas vu un match de poule, de prévoir qui va gagner à la fin. Par contre, de prévoir que ça va être l'Armada qui va mettre des tarifs chaque match quasiment. Surtout qu'on revient à un format normal en fait de Champions League avec des matchs aller-retour, etc. Et on sait que le Bayern Munich, malgré tout, sur les dernières années avant qu'ils la prennent, ils ont pas mal choqué en demi-finale et Lewandowski le premier. Justement, la petite affiche, elle est hyper marrante. C'est Amin Zaghi, tu me diras, c'est Moez et Mas quand ils ont perdu la finale de la Ligue des Champions face au Bayern. Et tu devais être, je pense, que tu devais être super content. Mais Non, j'avais juste un petit rictus. ouais, mais parlons de cet Le homme. Bayern. Bah, Toi, pour ton avis, Amine, là-dessus, est-ce que un peu la même question, Moi, j'ai je me jamais répète, été- mais est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont mettre des tarifs Moi, à la volée et c'est 4-0 et on lâche la manette et on passe à l'autre joueur? J'ai jamais été fan du Bayern. Je trouve que là où ils ont de la chance, c'est qu'en fait, là, il n'y a pas eu de trêve, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont fait une super Ligue des Champions, une campagne de ouf. Ils ont mis 8-2 au Barça. Ils étaient en pleine 8-2, confiance. t'es C'est sûr sérieux? Ils ont mis 8-2 au Barça, etc. Et J'ai pas vu ça. au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que là, je pense que ils sont sur cette dynamique-là. Ouais. Mais honnêtement, la Ligue des Champions, là Mas m'a parlé de Souleux, ou je ne sais même plus son nom, Sous le- en défense. Faut arrêter, on parle football là. C'est pas un joueur de foot ce gars-là. Arrête. C'est un videur de boîte de nuit. Arrête, Non mais sérieusement Amine. les gars, arrêtez. Arrête. J'aimerais ça. Il est plus j'aimerais- technique que Payet, Non, frère. mais- Arrête tes tu conneries, vois, t'es au bout d'un sérieux, moment, quoi. au moment où il perd toute sa crédibilité en sortant des phrases comme ça, il s'en rend même pas compte. Mais Non, au bout d'un mais moment, arrête. quand tu Non, mais prends. laissons finir Amin Zaghi. C'est vrai que les gars, là, vous êtes sur ses côtes. Non mais c'est comme si tu vas me dire Moi, Mousdou, je c'est un veux grand l'écouter, joueur. Tu vois, au bout d'un moment, c'est un mec Mais qui est attends, grand, Tu costaud. parles de crédibilité, c'est toi en disant que Souleux il est pas technique, mais arrête tes bêtises. Souleux, honnêtement, Arrête. c'est un joueur en plus. En fait, c'est son gabarit qui fait croire. Mais qu'il est- exactement, et qu'il sa est pas tête technique, aussi. Alors qu'il a une super. Il s'appelle relance, il s'appelle a une Souligno, super t'as un avis qualité de différent. relance. Oui, On va laisser Amine poursuivre sur le Bayern. Parce que ouais, J'ai le droit ou pas? Non, je sais pas. Ah non, franchement, j'ai l'impression qu'ils ont voulu me faire aujourd'hui. Non, Non, j'ai l'impression qu'ils Souleux, ont t'as voulu pas me le faire et je suis pas au courant en fait. Amine, j'ai l'impression que t'es en garde à vue. Non, ouais, j'ai l'impression que je suis en garde à vue avec Dupont et Dupont. Conclure sur le sujet du Bayern. Conclure sur le sujet du Bayern. Non, mais sur le sujet du Bayern, encore une fois, je te dis, ils sont sur une bonne dynamique. Mais pour moi, je veux dire, leur effectif en tant que tel, tout à l'heure, Mas disait, ouais, ils ont un effectif de ouf. Pour moi, ils ont perdu leur meilleur joueur, qui est Thiago Alcantara, qui pour moi était clairement la pierre angulaire de leur milieu de terrain. Franchement, par rapport à Liverpool, par exemple, je ne vois pas en quoi ils ont un meilleur effectif que Liverpool aujourd'hui. Une La autre équipe, famille- t'as une autre équipe ou Non, mais pas la famille, justement, va passer à la première ligue. Hmm. On va passer à la NBA, comme j'ai l'habitude de le dire, des championnats européens, tout simplement. La première ligue, moi j'ai une question de fond. C'est est-ce que justement on n'est pas en train de changer de style de jeu, surtout quand on voit justement le James, son arrivée à Everton.
les entraîneurs qui sont aujourd'hui à la tête de ces équipes. Ma question elle va directement justement sur les débuts de James. Est-ce que justement on va voir un James flamboyant justement grâce peut-être à ce jeu un peu plus mais à ce jeu un peu plus léché qu'on retrouve en première ligue et moins ce kick and run. Après le kick and run, ça fait longtemps qu'on n'en a plus vu vraiment. Après il y a un truc qui est resté, c'est les défenses qui sont pas géniales en première ligue. Ça c'est un truc historique et je pense que ça va rester très longtemps. C'est pas un championnat défensif quoi. Et là-dessus James, le problème de James, moi j'aime bien, j'adore le joueur, il est beau à voir jouer et tout, mais c'est la régularité. Et James, moi j'ai peur. On avait la semaine dernière, on avait Laurent, coach mental, et le problème avec James, c'est le fait de garder cette stabilité au niveau. Il a toujours été capable de faire des coups d'éclat. Moi je me rappelle sa Coupe du Monde en 2014 où voilà, il était super jusqu'en quart, et derrière il s'est effondré. Et avec le Real c'était pareil, de temps en temps j'y vais pas, et je suis pas sûr que ce soit le style du championnat forcément qui lui permette de prouver toutes ces qualités là. C'est simplement un joueur qui est capable, quand il a 100%, de te défoncer n'importe quelle défense, mais par contre quand il est un peu moins bon, des joueurs comme ça, des Ozil, etc., on en connaît plusieurs, hein. Amine. Tout à l'heure, Moïse nous a fait son cache-clash sur une faille spatio-temporelle. James, c'était quoi? Il était bon en 2014. Moi, je me rappelle de lui à la Coupe du Monde, c'est ça? La Colombie, on est en 2020. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout le monde dit ouais, c'est parce que Zidane n'a pas mis en bonne condition. Mais au bout d'un moment, il est parti au Bayern aussi. Il a fait son trou au Bayern. Non, il est revenu au Real. Là, il a retrouvé son père spirituel, on va dire, Ancelotti. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Mais comme moi, déjà, il y a le côté physique où j'y crois pas. Parce que je pense que c'est un joueur fragile déjà physiquement. Il l'a montré dans tous les clubs où il est passé. Et même pour le style de jeu, je pense que c'est niveau talent, personne ne va dire que James ne sait pas jouer au ballon. C'est clair. Mais L'affiche de ce week-end en première ligue, c'était Liverpool-Chelsea. Mas, je pense que tu as regardé le match. On parlait de Thiago Alcantara, on parle de Jürgen Klopp. Est-ce qu'aujourd'hui, Liverpool, ils sont repartis encore pour mettre la fessée un peu à tout le monde là? Faut signaler que le meilleur gaucher de première ligue était absent, Hakim Ziyech. On m'entend peut-être? On t'entend très bien. Je vais en parler après. Moi, je vous entends plus, en fait, c'est pour ça. Mais oui, voilà, non. Donc, concernant ce match-là, Liverpool, je pense qu'ils sont repartis sur une très bonne lancée, comme l'année dernière, où ils ont un effectif avec le recrutement de Thiago. Ils sont encore renforcés. Honnêtement, ils sont impressionnants. Ils ont encore les trois de devant qui marchent sur l'eau à chaque fois. J'ai l'impression qu'ils tirent, ils marquent. Si c'est pas Mané un match, ça va être Salah. Si c'est pas Salah, ça va être Firmino. Donc c'est vraiment un effectif complet. Moi, mon point d'interrogation sur Liverpool, c'est derrière. C'est au niveau de la défense. Van Dijk, on a vu qu'il était moins rassurant que les dernières années. Il a eu pas mal de petits trous d'air sur certains matchs, même là, en fin d'année dernière. Bon, après, on va dire que c'était dû à la déconcentration, étant donné qu'ils étaient déjà champions. Mais surtout, voilà, ils ont perdu Lovren, qui était un bon backup malgré tout. Joe Gomez, je me pose des questions, honnêtement, sur Fabiano qui a joué derrière aussi. Là, c'était Fabiano, étant donné qu'il y avait pas mal d'absents. Et Matip, qui est régulièrement absent. Donc moi, la seule question que je me pose, ça va être plutôt sur la défense. Amin Zaki, je te sens pas d'accord avec moi sur Liverpool. Non, mais Liverpool, encore une fois, je pense que là, sur ce match-là, par contre, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, parce qu'il y a un contexte aussi. Déjà, il y a un carton rouge, il y a une boulette. Non, et puis surtout, Kepa, il y est plus. Enfin, tout le monde sait qu'il va être remplacé par le gardien de Rennes. Du coup, là, ça devient compliqué. Chelsea leur donne 2 cadeaux. Enfin, quand tu as un gardien comme ça, il m'a rappelé Apoula Edel. Tu vois ce que je veux dire? Tu es là, au bout d'un moment, tu donnes 2 cadeaux comme ça à des moments stratégiques du match. C'est plus possible. Moi, franchement, Lampard, il se prend la tête à mettre en place une stratégie pour qu'au final, sur deux détails moisis, les mecs sortent du match. Après, par contre, là où je suis d'accord avec mon ami de gauche, c'est que moi, j'attends beaucoup Hakim Ziyech. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Ouais. Mais je pense que Chelsea, il faut les revoir. On a vu un grand Tottenham. Un grand duo. Je sais que tu aimes particulièrement Son. Ouais, j'adore ce joueur. Je te lance dessus, j'ai même pas besoin de te poser la question. Tu connais déjà la question. Non, c'est un joueur que j'adore. Je trouve très régulier. C'est vraiment un des joueurs les plus sous-cotés de la planète pour moi. En fait, il a toutes les qualités de l'ailier attaquant en fait, moderne. Il est rapide, il est intelligent, il a une frappe. Pour le coup, tu parlais tout à l'heure de Mbappé qui avait des axes de progression. J'ai pas eu le temps de te répondre, mais tu vois, Son, pour le coup, c'est quelqu'un, on voit qu'il a bossé.
Face au but, il rate très rarement. Et si d'ailleurs Mbappé peut s'en inspirer un peu sur le côté clutch, franchement, moi je serais le premier des ravis. Mais Son, c'est vraiment un super joueur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça, on en parle, mais tu as des origines dans le foot malheureusement qui te défavorisent parfois en termes d'image. Et Son, il s'appelle Soninho, il vend beaucoup plus de maillots. Et peut-être qu'il n'est pas Tottenham, il est au Real, quoi. Justement, les frérots, passons au mercato. Et Tottenham, c'est une bonne transition parce qu'il y a notre ami Gareth Bale qui vient de s'engager avec je ne sais pas si c'est son club de cœur ou son club de golf. Son club de golf, exactement. Un petit mot sur ce mercato, Amine. Est-ce que tu as sur le mercato de Tottenham ou sur l'avenue de Gareth Bale? Ouais, l'avenue de Gareth Bale et même en général sur les arrivées, les départs en Première Ligue et puis l'actualité en général. Gareth Bale, on va commencer quand même par lui. Gareth Bale, ce qui se passe, c'est qu'il était, je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas compris les raisons du divorce avec le Real Madrid. Zidane dit qu'il n'a pas de problème avec lui. Lui dit qu'il n'a pas de problème avec Zidane, mais au final, ils ne s'entendaient plus. Ok. Ensuite, là, j'ai vu que Tottenham a tout fait pour le mettre bien parce qu'ils sont partis faire une partie de golf avec Mourinho. Donc, je pense que c'était vraiment pour que Gareth Bale s'entende bien. Et après, Gareth Bale, c'est encore un problème physique. Si son physique le lâche pas, s'il est sérieux lui aussi dans son hygiène de vie, un gars qui te met de retourner en finale de Ligue des Champions, il n'y en a pas 50. Il a été décisif dans des grands matchs, que ce soit dans les Classicos ou dans les finales de Ligue des Champions. Gareth Bale, c'est une super recrue. Le Real Madrid a aussi cédé Reguilón. Reguilón, j'étais moins fan, donc ils l'ont pris. C'est pas... Mais moi, j'espère que Sakina n'écoute pas, mais mon transfert préféré de Tottenham, c'est Alex Morgan. Alex Morgan qui a été pris la joueuse la plus forte au monde après Sakina, qui a été signée par Tottenham. Donc Tottenham, ils ont de l'oseille. Tout à l'heure, on parlait de crise. On disait que voilà, Lévy, en ce moment, il allait mettre un peu la pédale douce par rapport au recrutement. Au final, ils ont quand même pris des joueurs. Les équipes de Première Ligue, généralement, elles se sont renforcées durant ce mercato. Elles vont toutes se renforcer. En fait, quand on fera le bilan, je pense que y a City pour le moment un peu moins actif que les autres années. Après, ils ont d'autres difficultés. Mais tu regardes Liverpool, ils ont pris Thiago Alcantara, qui est mon milieu préféré au monde. C'est un joueur que je trouve extraordinaire, qui n'a pas connu que des belles phases au Bayern. Il a, à un moment donné, la saison dernière, il n'a pas été titulaire tout le temps. Il était vachement pris à partie par la presse bavaroise. Et au final, en Ligue des Champions, lors de la finale, il a montré tout son talent parce qu'il a éclaboussé. Et derrière, tu regardes, Bale, c'est un super joueur aussi. C'est comme tu l'as dit, physiquement à 100%, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est un top 10 mondial. Pour moi, tu vois en termes de comparaison d'importance dans une équipe, tu vois, pour moi, un Gareth Bale à 100%, il est plus important dans une équipe qu'Hazard. Fan de Cristiano Ronaldo, est-ce que justement Gareth Bale, son penchant, est-ce que tu penses que c'est un joli coup réalisé par Tottenham avec Mourinho sur le banc, ou tu penses qu'il va flopper? Ouais, complètement. J'aime énormément Mourinho aussi. Honnêtement, je suis content de ce recrutement. Portugais, t'as vu, je suis très portugais. La connexion Maroc-Portugal. Un peu. Concernant Gareth Bale, c'est une super recrue et honnêtement, moi, je suis vraiment pressé de voir ça sur le terrain, ce que ça va donner. Et Reguilón, Amine, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, il a montré vraiment de belles choses. Déjà, même à l'époque du Real de Madrid, de Solari, je trouvais que malgré le marasme collectif, il arrivait quand même à s'en sortir. Au départ. Il a connu. Et à Séville, l'année dernière, il fait vraiment une grosse saison. Par contre, il remporte la Coupe du UEFA. C'est un des meilleurs, vraiment des tauliers du FC Séville. Maintenant, il y a un gap. Je suis d'accord avec Tottenham, et c'est un nouveau championnat. Mais clairement, c'est vraiment un bon recrutement, et j'espère que ça va leur permettre de viser les premières places. Les frérots, juste pour clôturer un peu ce sujet mercato, le transfert que vous avez envie de voir là sur ce mercato estival, Amine Zaghi. Justement, on peut voir tous les transferts qui ont été réalisés en Première Ligue. Moi, le joueur vraiment que j'attends, et un joueur que j'adore, c'est Hakim Ziyech. J'adore ce joueur. Je trouve que et on verra le duel à distance avec Riyad Mahrez, parce qu'on va encore se titiller avec... Il y en a un qui joue et l'autre qui est sur le banc, par contre. Il y en a un qui est champion d'Afrique et un qui a raté un penalty en phase de poule. Mais vraiment, il n'y a pas de Tunisien, ne me pose pas la question, s'il te plaît. Dawadi, peut-être. Soit le joueur que t'attends, qui vient d'être transféré et que t'attends, ou sinon un transfert que t'aimerais voir. Que j'aimerais voir. Écoute, moi il y a un joueur, un milieu de terrain que j'adore depuis pas mal d'années, qui à mon avis a un potentiel vraiment fort, et je pense qu'il va vraiment s'exprimer quand il va changer de club. C'est Thomas Partey de l'Atlético Madrid. Moi, c'est un joueur qui a une clause à 50 millions. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ce transfert n'a pas déjà été réalisé aujourd'hui. Apparemment, il veut qu'Arsenal dans sa vie. Je trouve ça dommage.
Je sais qu'il y a le carnaval à Londres et c'est peut-être assez Non, sympa mais pour lui. déjà, c'est bizarre. Le mec, il veut que Arsenal. Lui aussi, c'est que le thème. Il y a- Non, mais faille tu sais, spatio-temporelle dans le- non, mais entre les Non, non, mais je il y suis a une d'accord grosse avec toi. communauté Handicap ou ghanéenne, Les Ghanéens et Londres, Non, c'est une longue ouais. histoire. Mas, toi, le transfert que t'aimes- Quitte à paraître un peu communautaire, je vais rester sur la fibre marocaine, mais Achraf Hakimi à l'Inter Milan. Ouais. Honnêtement, je suis vachement content pour lui parce que c'est un jeune qui vient du Maroc, qui est né au Maroc, etc. Donc j'ai beaucoup d'affection pour les joueurs nés au pays. Et voir son parcours aujourd'hui, je suis ravi. Et je pense vraiment qu'il va progresser défensivement dans ce championnat parce en qu'il Serie A. a vraiment La du culture mal. du Catenaccio, c'est vrai que c'est ce qu'il Complètement. Et son entraîneur Antonio Conte va lui permettre de progresser là-dessus. Et surtout, la manière dont il joue l'Inter en piston droit, dans une défense à 3 défenseurs centraux et 2 pistons, c'est parfait pour lui. Et, j'ai hâte de le voir sous les couleurs de Mas, l'Inter. merci beaucoup pour ce live. Merci à vous. Bienvenue à la Family Football Club Ça encore fait une super fois. plaisir. Franchement, c'était juste un kiff, les mecs. C'était juste voilà, le petit mot de la fin à Minzaghi. Quand même, vu qu'on a quand même un invité marocain, je pense que le petit mot de la fin, c'est quand même l'amendement à Mounir El Haddadi. Est-ce qu'on peut juste deux petites minutes sur vite Mounir fait, ouais. Vas-y. Mounir El Haddadi, quand même, ce qui c'est quand même important pour les binationaux, et c'est un peu le sujet du soir, c'est que, vu qu'on est un peu tous binational ici, mais ça veut dire qu'enfin, la FIFA en fait assouplit un peu les règles pour les sélections et qu'un joueur il me semble qu'il faut qu'il ait 4 conditions, il faut qu'il ait moins de 21 ans, qu'il n'ait pas joué pendant 3 ans, qu'il ait qu'une sélection en A, il me semble, et j'ai oublié la dernière condition. Et je pense que c'est bien parce qu'il y a plein de joueurs parfois qui sont en pleine bourre, qui font un choix plus ou moins après assumé ou plus ou moins regretté. Et c'est un droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu penses que voilà, tu as fait un choix et qui t'a pas forcément réussi, je pense aussi à Bojan Kristic là, qui a joué pour l'Espagne et qu'au final s'est perdu. On ne sait même plus où il est aujourd'hui, s'il est encore footballeur ou s'il est tellement fausse aussi de Messi sur TF1. Donc voilà, je pense que c'est quand même un amendement intéressant et ça va peut-être permettre à d'autres joueurs de pouvoir s'exprimer dans d'autres sélections. Je suis pas vraiment sélections. d'accord avec toi, Amine, parce qu'en fait, moi j'ai peur de la porte que ça ouvre. Parce que je me demande si c'est pas une première étape avant autre chose, un changement de sélection un peu comme on peut le voir peut-être dans d'autres sports. Moi, je suis pas vraiment fan de ça. Un joueur, ok, même s'il fait son choix à 17, à 18 ans, il a fait son choix. En fait, quand tu choisis une sélection, tu choisis pas un club. Même si aujourd'hui, on a l'impression que, surtout dans ce programme binational, j'ai toujours l'impression qu'en fait, le plan A, c'est donc le pays d'adoption pour des parents. Et ensuite, le plan B, c'est justement le pays d'origine des parents. Oui, la sélection la plus forte. Voilà, c'est la sélection la plus forte. Et en fait, c'est choisi comme un plus club. bankable. Moi, ça, je suis contre. Et justement, je trouve que t'as fait un choix, tu l'assumes, tu disputes tes carrières. Si derrière t'as pas eu le niveau pour jouer avec cette sélection-là, t'as assumé ton choix et c'est comme ça. La famille, on va clôturer cette émission. Les gars, moi j'ai passé un super bon moment, comme je l'ai répété il y a 2 minutes. Mais sauf que j'ai raté justement la fin de l'émission, le closing. Les gars, on t'a pas aidé aussi. Non, mais les gars, on peut parler football jusqu'à justement. C'est le plaisir justement d'être parmi la Family Football Club et donc la AFFC. Encore un grand merci à Mas d'être. Merci à vous. Ouais, franchement, super sympa. Moi, j'applaudis ta présence. Mon poteau, merci beaucoup à Minzaghi, notre attaquant de pointe comme d'habitude, qui était là, renard des surfaces. Juste un petit mot pour mes supporters, et ils sont nombreux sur les réseaux. Je passe une petite dédicace pour mon président qui recherche des joueurs et qui paye en Macrona Tunisia, donc des cartes tunisiennes. Je vous dis, il a déjà racheté l'OM. Petit mot de la fin pour la Family Football Club, les gens qui nous suivent. Écoute, moi je fais un gros bisou à tous ceux qui nous suivent et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux. Je suis ravi de voir vos messages et bien évidemment, de temps en temps, on rigole. Comme tout à l'heure, quand je dis que Soulé il a une meilleure technique que Payet, c'est une blague. Donc les gars, prenez les choses au second degré, on rigole tous ensemble et venez participer. Il prévoit déjà de se faire tailler sur les réseaux. Non, mais tu finis ton sélecto. Non, mais toi, tu vas te faire tailler là-dessus. Toi, tu vas te faire tailler là-dessus. Tu finis ton sélecto, tu nous en proposes même pas, tu nous en proposes. Jamais. Mais laisse ton estomac tranquille. Exactement. Bon, les gars, c'est la fin. Merci beaucoup. Gros bisous et à la semaine prochaine. Merci. Ciao les fraîcheurs.